Aujourd'hui, on revient sur les derniers résultats de Microsoft et on fait une mise à jour du Silly App. Bonjour et bienvenue à notre web émission. Mon nom est Karine Surcotte et je suis accompagnée de Aaron Lani. On va parler aujourd'hui de Microsoft. Les derniers résultats sont sortis la semaine passée et c'est la première fois qu'on voit un ralentissement en 5 ans de la croissance. Est-ce que tu peux nous en parler un peu après avoir analysé les résultats? Oui, alors on est habitué de voir 15% de croissance des revenus depuis plusieurs années. Là, on a eu 7%, excluant l'effet de taux de change, donc c'est en ralentissement. Et le principal facteur, c'est vraiment les ventes de Windows ont reculé de 27%. Quand même. Puis ça, c'est parce que le marché des PC, des ordinateurs mondialement, a vraiment reculé l'année passée, puis particulièrement au 4e trimestre. On peut comprendre que c'est normal que la vente de PC Windows ait reculé si on considère la pandémie. Normalement, avant la pandémie, ça ne devait pas être en très forte croissance, ce bloc-là, donc c'est normal? Oui, c'est exactement ça. C'est qu'ils ont explosé en 2020-2021, plus 11% puis plus 15%, alors qu'habituellement, c'est un marché très stable d'une année à l'autre. Alors, je pense qu'on fait juste revenir peut-être au niveau pré-pandémie. Donc, c'est moins ce qui nous intéresse dans les résultats. Je pense que toi, tu dois regarder plus les autres lignes d'affaires, le cloud qui était en forte croissance. Est-ce que ça le ralentit également ou c'est plus encourageant à ce niveau-là? Alors, dans les autres lignes d'affaires, bon, il y a eu les jeux Xbox, que c'est un autre facteur qui explique pourquoi la croissance était plus lente. Mais ça, encore une fois, durant la pandémie, les ventes de jeux ont vraiment explosé. Puis, le Microsoft Cloud, donc ça, c'est les revenus de Office 365, Azure, Dynamics, LinkedIn, Teams. Ça continue d'avoir une très bonne croissance. Alors, c'est vraiment ça qu'on regarde dans les résultats, parce que c'est ça qui le moteur de Microsoft. C'est rendu à peu près combien de pourcentage des revenus de Microsoft? C'est rendu la moitié. Okay, quand même. C'était seulement 10%, je pense, en 2016. Donc, ces revenus-là, c'est des revenus de haute qualité, c'est récurrent. Et puis, si on regarde Azure, ça, c'est le service d'hébergement de données puis de location de serveurs virtuels. Il y a un ralentissement depuis quelques trimestres, puis c'est que les entreprises sont dans un environnement où ils cherchent à économiser sur leurs factures. Les factures d'infrastructure sur Azure peuvent être dans les dizaines de millions, excuse. Et puis, il y a des entreprises qui se spécialisent à juste trouver des économies dans ces factures-là. Il y a plusieurs moyens. Okay. Mais oui, il y a ces coupures-là ou ces reports de grandes dépenses-là, mais est-ce qu'il y a encore place à aller chercher, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, beaucoup de croissance ou le ralentissement va se poursuivre parce qu'on a atteint un certain C'est sûr qu'il y a la loi des grands nombres, où ce qu'on ne peut pas croître de 29% à chaque année. C'est ça que les revenus cloud ont cru cet trimestre-ci. Mais ça va continuer de croître là, de 20% probablement pendant quand même un petit bout. Puis c'est sûr que les dépenses, l'optimisation des dépenses sur Azure, ça va durer un certain temps. Le PDG parle d'environ 1 an encore. Okay. Mais après ça, les compagnies vont continuer de migrer vers le cloud. Donc ça va continuer pendant encore longtemps. Et donc à long terme, Microsoft devrait avoir une croissance probablement au-dessus de 10% pendant longtemps. OK. Donc, considérant cette croissance-là à l'évaluation actuelle de Microsoft suite aux résultats, c'est quoi le titre est quand même pleinement évalué, je dirais. On paye à peu près 25 fois les bénéfices prévus. Mais pour une entreprise de très haute qualité, qu'il n'y aura pas un autre Microsoft qui va apparaître demain matin. Des revenus récurrents aussi, quand même assez prévisibles. Puis, à long terme, il y a peut-être une source de croissance qu'on ne sait pas si elle va se réaliser, mais l'intelligence artificielle, c'est très à la mode ces temps-ci. Oui, c'est difficile à chiffrer dans une évaluation, mais ça pourrait être, c'est ça, une opportunité pour Microsoft. C'est ça. On n'est pas des experts, mais on sait que ça demande beaucoup plus de données puis de force, de puissance informatique pour faire l'intelligence artificielle. Puis ça devrait bénéficier Microsoft. Donc, une évaluation tout de même raisonnable. Correct. Correct. C'est bon.
Alors, Karine, on peut passer à la deuxième question sur le CELI App, qui est le nouveau régime pour accéder à une première propriété. Oui. Et donc, on avait fait une capsule par le passé, mais je pense qu'il y a eu des nouveaux développements récemment. Alors, peux-tu peut-être nous expliquer c'est quoi ces nouveaux développements-là, mais peut-être commencer par c'est quoi le CELI App? Oui, vu que c'est un nouveau régime, rappeler rapidement que ça se situe, on peut dire que c'est un hybride entre le CELI. Les rendements vont fructifier à l'abri de l'impôt et si on fait un retrait qui est admissible, donc pour acheter une première propriété, c'est un retrait non imposable, ce qui est très intéressant. Mais de l'autre côté, le côté REER, lorsqu'on va cotiser, on a le droit de cotiser 8 000 $ par année jusqu'à un plafond de 40 000 $. On a droit à une déduction à l'encontre de nos revenus comme un REER. Donc, c'est pour ça que ça se situe entre les deux régimes. On peut le laisser ouvert pendant 15 ans. Donc, on aura 15 ans pour faire l'achat de notre première propriété. Et une des premières modifications qu'on a apprises en décembre, c'est ça, le projet de loi a été approuvé. Il y a un report. Je pense que je ne suis pas surprise. Au lieu du 1er janvier 2023, ça va entrer en vigueur au 1er avril 2023. Laisser le temps, je crois, aux institutions financières de se préparer les formulaires, leur système informatique pour envoyer toutes les informations au gouvernement. Puis, admettons, moi, je veux peut-être pas nécessairement m'acheter une maison. Est-ce que j'ai quand même intérêt à ouvrir un CELI App le plus rapidement possible? Oui, parce que, bon, les clients, parmi nos clients, il y en a beaucoup qui sont déjà propriétaires qui ne pourront pas ouvrir un CELI App, mais ils ont des enfants, ou je peux prendre l'exemple d'un étudiant qui a 25 ans. Au moment où il ouvre le CELI App, il ne doit pas, lui, être propriétaire. Donc, il y a un test, il y a une condition d'ouverture. Il ne doit pas être propriétaire d'une résidence ou dans les 4 dernières années. Un peu comme le RAP, on est habitué, le régime d'accession à la propriété lorsqu'on retire du REER. Ce qui existe actuellement, on doit se qualifier. Pour ouvrir un CELI App, c'est la même chose. Et le conjoint entre en ligne de compte aussi. Donc, si je reviens à mon exemple de l'étudiant qui n'a pas de conjoint, bien, c'est peut-être une bonne idée qui ouvre son CELI App. Il va avoir 15 ans pour acheter sa première propriété. Et si dans 5 ans, il se fait une conjointe qui, elle, a une propriété, elle ne viendra pas l'empêcher de faire son retrait CELI App. C'est ça la beauté du régime, alors que le RAP, c'est au moment où on fait le retrait, le conjoint est déjà propriétaire, bon, mais ça disqualifie le titulaire du régime. Le CELI App, tu vas pouvoir, c'est vraiment au moment de l'ouverture du compte. Donc, d'ouvrir le 1er avril, les banques vont être toutes prêtes. On ouvre le compte, on verra. Mais je crois que ça fait vraiment du sens parce qu'il va y avoir 2 tests, un à l'ouverture et un au moment du retrait. Ça, c'est ce qu'on a appris. Puis, à ce moment-là, le RAP, il se situe où par rapport au CELI App? Ça, c'est une autre nouveauté super intéressante. C'est qu'on pensait qu'on allait devoir choisir entre le RAP ou le CELI App, mais on va pouvoir combiner les deux. Donc, c'est sûr que demain matin, le CELI App, bon, vient d'arriver. On n'aura peut-être pas le temps d'accumuler beaucoup de sous si on veut s'acheter une maison dans 2 ans. Mais si on se reporte dans 10-15 ans, la personne va pouvoir retirer un 35 000 de son RAP et retirer aussi le 40 000 du CELI App plus le rendement. Si on parle d'un rendement de 40-50 000, on arrive à des chiffres en haut de 100 000 pour s'acheter sa première propriété. Donc, la combinaison des deux régimes devient intéressante. Okay. Et ça a été confirmé en décembre. OK. Puis, admettons que je m'ouvre le CELI App, puis je veux m'acheter une maison dans seulement 1 an ou 2 ans. Est-ce que je devrais investir à la bourse? C'est une excellente question. Ça l'empêche pas. On doit, après ma barre, peu importe le type de compte qu'on va gérer, qu'on va investir en actions ou en revenus fixes, on doit évaluer la situation financière. Donc, on met sur place un énoncé de politique de placement. Par la suite, on voit quel régime on utilise. On va avoir un régime de plus qui va nous permettre d'optimiser fiscalement. Donc, le REER, le CELI, le CELI App, mais on doit regarder l'horizon de placement puis s'assurer que ça soit investi de façon logique avec la situation du client. Donc, c'est un autre outil qu'on a dans notre coffre fiscal. Oui. Alors, on vous remercie. Continuez à nous écrire vos questions de finances personnelles ou d'investissement. Ça nous fait plaisir d'y répondre à info@gpsmedici.ca. Merci.